pu vous joindre à nous. Hi, folks. Good morning, good Bonjour tout le afternoon. We will get monde. started just on the hour. Thanks for Nous joining. allons commencer à l'heure. Merci d'être avec nous. Entre-temps, je vous invite à ajouter votre nom et le nom de votre organisation dans le fil de discussion. Ainsi, nous allons pouvoir connaître d'où vous venez. I'm Agnes Kovia. Bonjour I work Agnès. with Ministry of Health Uganda. Je travaille avec le ministère de la Santé de l'Ouganda. I work as a biomedical engineer in Health Infrastructure Department. Je travaille I'd like to dans greet le you today. ministère de la Santé. Merci beaucoup d'être parmi nous, Agnès, aujourd'hui. Nous avons bien hâte d'entendre vos commentaires aujourd'hui. Très bien, nous avons d'autres personnes qui se présentent dans le fil de discussion. On voit Matt du centre CDC. WHO Afro. Welcome to you all. Bonjour tout le monde, Hello, je hello. vous souhaite la bienvenue. Thank you. Go ahead if you'd like. Just go Merci. ahead and put your name. N'hésitez Yes, pas à yours. ajouter votre nom Put your name et in the chat. l'organisation Say que vous hello, where représentez dans you're le fil de from. discussion. Vous pouvez tout simplement dire bonjour. We're going to get started in just a few more Nous minutes. allons commencer dans quelques instants. We have a message from our Spanish language Nous interpreter, avons Heidi. un message de notre interprète espagnol, Heidi. Hi, Christine from Kenya. Nous avons Christine qui nous souhaite le bonjour du Kenya. It's fun seeing familiar names pop up. Yeah, Je it's suis good to see heureuse people de that we voir know. des noms familiers. Good to see new people too. C'est bien aussi Oh, I de know this voir gentleman, de Ron nouvelles Denham. personnes. Hi, Ron. Hi there. Je connais ce monsieur, Ron Greetings. Dadham. Great. We'll get started here in 2 minutes. Très bien, nous allons I commencer know dans we've got 2 quite minutes. an agenda for us, so we do want to start promptly. Nous avons un ordre du jour bien chargé, donc nous allons commencer à l'heure. Hello. Oh, that's Agnes. Yes. Thank you. Putting it in the chat. Thank you. C'est Agnès. All right, Jane, I'm just going to pull up the slides for you. Mhm. Je vais maintenant afficher les diapositives. All right, Lindsay, just give me the word. Lindsay, faites-moi signe pour commencer. All right, if you want to go ahead and get started, let's do this. All Vous right. pouvez commencer. Good morning, good afternoon, good Bonjour, evening to everyone. peu importe l'heure qu'il est dans votre région. Je vous souhaite la bienvenue à l'événement de communauté de pratique pour EAH dans les établissements de santé. J'aimerais présenter l'équipe. Je suis Joanne McGriff. Je suis professeure adjointe dans le département de santé mondiale à l'École de la santé Rollin à l'Université Emory. Je fais partie du corps professoral qui s'occupe du programme EAH dans les établissements de santé. Je suis avec Ron et Haley Ellen de Vision mondiale. Nous avons quelques membres de notre comité d'orientation des communautés de pratique. Ce sont les personnes qui nous aident à organiser ces webinaires. Nous avons certains de ces membres de la communauté qui participent de façon virtuelle. Nous avons aussi une équipe d'interprètes pour nous aider avec l'espagnol et le français. Sur ce point, je vous invite à choisir votre langue. Pour ce faire, vous cliquez sur l'icône d'interprétation en forme de globe terrestre au bas de votre fenêtre et si vous souhaitez entendre la conférence en français, en espagnol ou en anglais, vous allez pouvoir choisir votre langue.
Nous allons nous assurer que tout le monde sélectionne sa langue préférée pour avoir une bonne transition. Nous allons avoir une session qui sera menée surtout par les membres de la communauté sur les sujets qui sont soulevés sur le plan local. Nous aimons nous attarder à des enjeux qui sont soulevés par nos partenaires sur le terrain. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'environnement bâti des établissements de santé. Je vous explique comment le AH s'inscrit dans les plus grandes questions d'infrastructure et quels sont le type de partenaires qu'il nous faut afin de prendre de bonnes décisions quant aux nouvelles constructions ou à la rénovation d'installations existantes. Nous avons toutes sortes de conférenciers et conférencières qui vous parleront de l'environnement bâti des établissements de santé. Ils vous parleront des enjeux importants lorsqu'il est question de AH, c'est-à-dire d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Avant de commencer, je veux m'assurer que nous prenons un instant pour accueillir les nouveaux membres de la communauté de pratique. Nous pouvons expliquer un peu le contexte de notre travail. Nous sommes une plateforme d'apprentissage d'action qui rassemble les différentes communautés pour nous concentrer sur les pratiques fondées sur les données probantes en matière de AH dans les établissements de santé. Nous voulons rassembler les acteurs qui veulent apporter des changements dans l'eau, l'assainissement et l'hygiène pour les établissements de santé. Nous partageons nos ressources avec la communauté. Dans chaque session, nous voulons que les participants ressortent avec de l'information pratique et concrète pour prendre des mesures immédiates afin d'améliorer le AH dans les établissements de santé. J'aimerais vous rappeler les principes directeurs de la communauté de pratique. Vous allez connaître un peu plus la nature de notre communauté de pratique. Nous pensons que le H est un élément essentiel pour les établissements de santé, pour une bonne prévention, un bon contrôle des infections. Nous croyons que l'enjeu EAH est un enjeu qui peut être réglé. C'est un défi que nous faut surmonter, mais il faudra des améliorations. Et cette communauté de pratique est ouverte à tout le monde qui veut en apprendre sur le AH dans les établissements de santé. Nous sommes ouverts à toutes les perspectives, que vous soyez expert dans le AH ou si vous êtes nouveau dans ce domaine. Nous voulons avoir le point de vue de tout le monde. Nous avons quelques nouvelles à partager. Chaque fois que nous nous réunissons, nous voulons partager un succès, c'est-à-dire une réussite dans le AH pour les établissements de santé. Si vous avez une belle histoire à partager, vous pouvez nous envoyer un message avant notre réunion. Aujourd'hui, nous voulons parler de WEFTA, Water Engineers for the Americas. Nous voulons partager cette belle réussite pour un projet de AH en Tanzanie. Le programme se déroule en plusieurs phases. La première phase a été réalisée entre mai et août 2022 avec des améliorations quant à la source d'eau, la construction d'un aqueduc et la protection de l'eau résiduelle. Nous remercions WEFTA pour avoir partagé cette belle réussite. Si vous avez d'autres réalisations, des améliorations en matière de AH dans les établissements de santé, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous allons les partager lors des réunions ou dans notre bulletin de nouvelles. D'autres nouvelles, nous avons publié le nouveau programme, le nouveau rapport sur l'état d'avancement de l'AH dans les établissements de santé, ce qui présente l'avancée de ces questions entre 2000 et 2021. Depuis le dernier rapport, JMP a pu faire des estimations sur l'hygiène des mains. Ce n'était pas facile d'avoir ces estimations dans l'ancien rapport. Nous savons maintenant que la moitié des établissements de santé n'ont pas des services d'hygiène de base. Pour les services d'eau, nous savons qu'un établissement sur 5 n'ont pas des services d'eau essentiels et 10 des établissements de santé n'ont pas de services d'assainissement. Vous pouvez voir les chiffres à l'écran, les milliards de personnes qui n'ont pas l'hygiène fondamentale, 1,7 million qui n'ont pas l'accès à des
services d'eau essentiels et 780 millions de personnes qui n'ont pas de service d'assainissement, quoi que ce soit. Je vous invite à consulter ce rapport. Vous allez pouvoir comment les estimations sont mises à jour et porter une attention particulière à votre région quant à l'EAH dans les établissements de santé de votre région. Nous sommes en train de terminer la première année de mise en œuvre de cette communauté de pratique. Nous voulons avoir vos commentaires pour améliorer l'an 2 de notre communauté de pratique. Pour ceux et celles qui ne peuvent pas participer à la journée aujourd'hui, nous allons refaire ce sondage dans notre bulletin de nouvelles, mais nous voulons tirer avantage de cette réunion pour savoir votre avis sur comment les choses se déroulent. Nous allons maintenant afficher le sondage à votre écran. Vous avez quelques questions, n'hésitez pas à remplir le sondage. Première question, avez-vous travaillé sur un projet de EAH dans un établissement de santé au cours de l'année 2021-2022? Question 2, avez-vous des projets de AH dans les établissements de santé entre maintenant et 2023? Troisième question, est-ce que la communauté de pratique a offert des ressources qui ont aidé vos activités AH dans les établissements de santé? Question 4, en réfléchissant à l'année 2, comment aimeriez-vous interagir avec la communauté de pratique? Nous avons eu des bons commentaires dans la dernière année, donc nous voulons savoir si nous servons bien la communauté. N'hésitez pas à prendre quelques instants pour répondre à ces 4 questions du sondage et ensuite nous allons regarder les réponses ensemble. And if you have any thoughts, feel free to put them in the chat about what could make Pensez aussi this à partager vos avis dans le fil de discussion sur le chat. Nous voulons connaître vos avis pour mieux servir cette communauté de pratique. We'll take another minute or so. Nous allons prendre encore une minute pour terminer le sondage. Nous sommes en train de vous sonder sur 4 questions que vous pouvez voir à l'écran. Thank you so much, John, for the comment. Merci beaucoup, John, pour ce commentaire dans le fil de discussion. Nous vous encourageons à répondre au questionnaire. Vous pouvez aussi ajouter des commentaires dans le fil de discussion sur l'amélioration de la communauté de pratique. Faites-nous savoir quelle information il vous faut. Vous avez encore 20 secondes. I'm unable to follow the whole chat, John. Appreciate it. Okay. Merci, John, pour votre réponse aux autres commentaires. All right. I think we can take a look at some of the responses here. Nous pouvons maintenant regarder quelques réponses Have you been au working on sondage. projects? Est-ce que vous avez travaillé sur des projets de AH dans les établissements de santé au cours de 2021-2022? Presque 85 ont répondu oui. C'est très bien d'entendre de savoir qu'il y a des projets en cours. Question 2, avez-vous des plans ou des projets pour d'ici 2023? 76 ont répondu oui, 4 non et 20 sont incertains. Question 3. Est-ce que la communauté de pratique EAH dans les établissements de santé vous a soutenu dans vos activités? 66 ont répondu oui, 34 ont répondu non. Et pour ceux et celles qui ont répondu non, si vous pensez qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour appuyer votre travail, veuillez nous en faire part dans le fil de discussion public ou vous pouvez nous envoyer un message privé. Nous serions heureux de noter vos suggestions. 4e question. Pour les 2 prochaines années, est-ce que vous croyez que nous avons des bons moyens pour se connecter en tant que communauté de pratique? 90 croient que des webinaires seraient intéressants. 62 affirment que ce serait intéressant d'avoir des tables rondes et des discussions. 44
aiment les vidéos préenregistrées. Nous voyons de plus en plus de personnes qui consultent nos vidéos sur YouTube. C'est très encourageant parce que plusieurs personnes ne peuvent pas être présentes lors des sessions en direct. Nous voyons que certaines personnes aiment pouvoir consulter les vidéos en rediffusion sur YouTube. Encore une fois, nous vous demandons d'ajouter d'autres commentaires dans le fil de discussion pour les améliorations. Maintenant, sans plus tarder, j'aimerais présenter Louis Fedor, qui vient de Habitat des Nations unies du Mozambique et il est expert en infrastructure. Il va nous donner une allocution sur l'environnement bâti avant de procéder à la discussion en panel. Sans plus tarder, je cède la parole à M. Badour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Peu importe l'heure qu'il est dans votre région, je vais commencer en me présentant. Je suis architecte dans la santé et planificateur des soins de santé. J'ai plusieurs années d'expérience dans la mise en œuvre de projets en santé complexes et simples. J'ai travaillé dans le contexte de la santé partout au monde, en Italie, au Brésil, à Trinidad et Tobago, au Portugal et maintenant au Mozambique. Au cours des dernières années, j'ai travaillé avec les ministères de la Santé afin d'améliorer les services de santé avec la mise en œuvre d'infrastructures de santé. J'aimerais aussi prendre cette opportunité pour féliciter le centre Global Safe Wash. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les participants et participantes. Je vous remercie de l'invitation pour partager mon expérience et j'aimerais aussi remercier les autres contributions d'experts. Je vais éteindre ma caméra si vous me permettez pour libérer un peu de bande passante. Merci. J'ai préparé ma table des matières pour vous montrer à quoi ressemblent les infrastructures de santé. Je vais vous parler aussi de AH dans les établissements de santé. Je vais vous parler de la planification hospitalière, notamment la planification stratégique. Ensuite, nous allons regarder l'environnement bâti des hôpitaux. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Lorsque nous parlons d'établissements, d'infrastructures de santé, la santé est un établissement qui offre des traitements de santé appuyés par la science de la santé, les personnes de la santé, les soins de la santé, c'est l'améliorer de la santé par le diagnostic et les soins de santé. C'est un établissement qui est bâti et qui a tout le matériel pour le diagnostic, le traitement des maladies et les chirurgies pour les personnes malades. On a aussi parlé de la question d'hébergement. Il y a certains mots-clés, notamment les établissements de soins de santé, l'amélioration, le renforcement des systèmes de santé et la sécurité sanitaire. Je choisis certains mots pour y réfléchir. L'infrastructure de santé offre des soins et des chirurgies pour les personnes malades et blessées. Ce sont des établissements qui offrent aussi de l'éducation, de la recherche clinique et d'autres niveaux de santé, soit primaire, secondaire, tertiaire, et ainsi de suite. Maintenant, nous allons nous concentrer sur le programme EH dans les établissements de santé. Je vous donne une définition. Il s'agit de la fourniture d'eau, d'assainissement, de gestion des déchets médicaux, d'infrastructures et de services d'hygiène et de nettoyage de l'environnement dans toutes les parties d'un établissement de santé. Le AH va soutenir l'infrastructure qui soutient les pratiques de gestion de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène des déchets médicaux et qui contribue à prévenir la propagation des maladies au sein de l'établissement de santé et dans la communauté environnante.
Auparavant, nous regardions l'infrastructure de santé. Maintenant, nous regardons les établissements de santé. Nous voulons améliorer les systèmes par le renforcement des systèmes de santé et la sécurité sanitaire. Les différents niveaux d'établissements de santé ont besoin de différents, ont des besoins différents en matière de AH. Sans infrastructure de services appropriés, les patients et le personnel de santé sont exposés à un risque accru de maladie. Durant ma présentation, je vais parler de planification hospitalière. Afin de comprendre comment nous créons une infrastructure hospitalière, il faut parler de la planification hospitalière qui dépend de la planification stratégique. Le terme stratégique a été beaucoup utilisé par l'armée lorsqu'on parle d'atteindre des objectifs avec beaucoup d'efficacité et un rendement optimal. Plus tard, le terme stratégique a été employé par des nations, des gouvernements, des sociétés pour la stratégie d'une nation, la stratégie pour une population. Il faut considérer certains éléments quand il est question de le fait que c'est une stratégie continue. Il s'agit aussi d'une évaluation continue. Lorsque nous faisons cet exercice de planification stratégique, il faut considérer que certains plans peuvent changer. Il y a des compétiteurs externes, la résistance de la société. Ainsi, il faut surveiller les objectifs. Il faut aussi trouver de nouvelles priorités stratégiques. Donc, je voulais parler de l'étape de stratégie continue. Il faut en tenir compte lorsque nous faisons de la planification hospitalière. Dans une vision élargie, les secteurs de santé dans un pays ou dans une région, il faut de la planification stratégique. C'est nécessaire de faire une bonne planification stratégique pour réaliser des objectifs avec beaucoup d'efficacité au coût le plus faible possible. Un exemple d'un plan stratégique serait cette pandémie qui a touché l'ensemble de la population mondiale. Pour réaliser une certaine efficacité, les systèmes de santé devaient avoir des plans stratégiques pour réussir. Je voulais partager cet élément dans la discussion pour montrer comment la planification hospitalière nécessite une connaissance pour pouvoir réaliser les objectifs avec la plus grande efficacité possible. Je parle maintenant de planification hospitalière. La planification hospitalière est une question d'organisation d'activités pour réaliser les objectifs recherchés. Les établissements de santé sont différents des autres établissements à cause de leurs activités et leurs fonctions. La planification hospitalière nécessite la planification de la santé dans le pays qui concerne la population et les politiciens. Il s'agit d'un secteur social, mais aussi un secteur économique, puisque les dépenses sont très élevées et utilisent une bonne part des ressources de la société. Nous allons regarder cette question de planification hospitalière et je vais parler des stratégies nécessaires. Je vais brièvement parler comment ce processus est réalisé. Pour bâtir un hôpital, il faut faire une évaluation. Lorsqu'on planifie la création d'un hôpital, il faut faire une évaluation. Il faut connaître le type de soins de santé nécessaires. Est-ce que ça va être préventif? Est-ce qu'il s'agira de restauration? Est-ce que ce sera des soins pour des personnes aînées, pour des enfants ou un autre groupe? Il faut faire une collecte de données tout d'abord. Il faut le faire par des analyses démographiques, des sondages de marché. Évidemment, il faut avoir le financement nécessaire. Ensuite, il faut une analyse financière
Aussi une analyse de faisabilité, l'évaluation d'un site potentiel, regarder la disponibilité d'infrastructures, notamment l'électricité, l'eau et autres ressources avoisinantes. Ces aspects sont très importants lorsqu'on planifie ces activités. J'ai aussi souligné en rouge l'un des éléments les plus importants lorsque nous planifions un hôpital. Il s'agit du résumé de plan, du résumé d'architecture. Il y a différentes façons de le désigner. Ça peut même être une fiche de conception pour offrir toute cette évaluation, ce programme hospitalier. Il faut avoir une équipe multidisciplinaire qui comprend des administrateurs d'hôpitaux, des experts cliniques, des experts en prévention d'infection, des architectes, d'autres ingénieurs, des représentants des groupes locaux, des planificateurs en santé, ainsi que des représentants communautaires et aussi le défenseur des patients et des utilisateurs de soins. Cette équipe multidisciplinaire sera chargée de créer cette fiche utilisateur ou ce résumé d'hôpital. Prochaine diapo, je vais vous parler à notre échelle. Nous allons regarder la planification hospitalière et les activités derrière la construction. Nous avons parlé des études de faisabilité, d'évaluation. Ensuite, il y a la planification de projet et la mise en œuvre. Il s'agit de la phase de construction des hôpitaux où il y a les différents documents. Il faut avoir le résumé du plan qui va assurer que le plan suit son cours. Le processus de planification va créer des fiches de conception et des objectifs à réaliser. Ce document va décrire des lieux fonctionnels qui vont être fondés sur des spécifications sur les questions mécaniques d'un bâtiment avec l'approvisionnement en eau, l'approvisionnement en air, l'approvisionnement en électricité, des spécifications sur les politiques de lutte contre les incendies. Il faut tenir compte de la réglementation locale, les bonnes pratiques, l'hébergement, les spécifications locales. Je souligne ce document parce que c'est un document valide, très important pour l'ensemble du processus. Bien que ces activités sont menées, lorsque la construction est en cours, il y a des activités parallèles comme la planification stratégique de l'établissement. Il peut s'agir d'actions concomitantes ou simultanées. Il y a la planification pour le personnel, le recrutement du personnel, l'utilisation des autres ressources, les questions de tendance, et aussi tous ces services offerts en impartition ou en sous-traitance. La planification stratégique de l'établissement peut se faire simultanément lors de la construction du projet. Les deux dernières étapes sont la mise en service et la période de rodage et d'évaluation. Nous pouvons continuer en parlant du résumé utilisateur. Il faut l'équipe multidisciplinaire pour le programme dans l'espace qui sera utilisé. Premièrement, l'évaluation de risque de sécurité. Il s'agit d'une évaluation pour s'assurer que la conception et la construction offrent les bons soins et que le risque d'évaluation, de prévention et de contrôle des infections, gestion sécuritaire des matières dangereuses. Ce sont des éléments très importants pour l'environnement bâti. Le deuxième document qui va ressortir de ce résumé d'utilisateur est le programme fonctionnel
environnementale pour les soins et l'installation. Il y a deux types d'exigences ici pour les activités et l'entretien. J'ai parlé d'infrastructures de soins de santé, la définition de AH, eau, assainissement et hygiène. Nous avons regardé la planification hospitalière. Nous avons parlé de la planification stratégique. Maintenant, j'aimerais me concentrer sur l'environnement bâti pour les établissements de santé. On poursuit. Quelle est la définition de l'environnement bâti? Cela fait référence aux installations bâties par les humains pour les activités humaines, passant d'espaces verts de construction jusqu'aux quartiers et aux arrondissements qui offrent une infrastructure. Une autre définition serait des bâtiments qui sont l'un des éléments les plus évidents de l'environnement bâti, puisque leur présence physique et leur objectif est de protéger contre l'environnement naturel ou non bâti. Il y a des mots très importants ici à souligner: la conception d'un espace physique, le lien entre l'espace physique et les conséquences sociales, produits matériels, spatial, culturels du travail humain et protection contre le naturel ou le non bâti. On peut le regarder dans deux éléments. L'environnement bâti a des caractéristiques physiques. Quand on étudie l'environnement bâti, on voit le lien entre l'espace physique et les conséquences sociales. Les prestataires de soins de santé veulent rendre les communautés plus saines en offrant des services efficaces en santé. Il faut que les services de santé soient bien planifiés et organisés et qu'ils soient fondés sur une communauté et les besoins des prestataires de santé. Les services doivent évoluer selon les attentes culturelles et sociales et suivre les percées technologiques, puisque l'environnement bâti a un effet profond sur la santé. La recherche sur la santé publique a élargi la définition de l'environnement bâti pour inclure l'accès de l'alimentation saine, les jardins communautaires, la capacité de marcher, de se déplacer, soit des éléments sociaux dans l'environnement bâti. Prochaine diapo. Sur cette diapo, je vais regarder l'environnement bâti en deux perspectives. La première perspective est une vision élargie, l'environnement bâti à l'extérieur de l'établissement de santé et ensuite l'environnement bâti dans l'établissement de santé. Pour tenir compte des plus grands déterminants de la santé ou les déterminants sociaux de la santé qui jouent un rôle important dans la santé et le bien-être, ce qui inclut des aspects de la vie quotidienne comme l'environnement naturel, l'environnement bâti, l'économie locale, la vie communautaire, les comportements sains et ainsi de suite. Les maladies du 21e siècle, soit les maladies chroniques, les maladies du cœur, le diabète, l'asthme, la dépression, ces maladies peuvent être influencées par l'environnement bâti élargi. J'aimerais souligner ici deux environnements bâtis. Oui, ça fait partie. Le bruit en arrière-fond fait aussi partie de l'environnement bâti. Je n'ai pas contrôle tout à fait complet sur le son. Il faut que l'on comprenne que la planification urbaine et les ingénieurs jouent un rôle essentiel dans la santé publique lorsque ces écosystèmes sont préparés. Ça fait partie de la construction de l'environnement dans la société et il y a un aspect humain. Il y a également une variation dans la réflexion, dans l'inclusion d'un écosystème de santé avec l'environnement. Et ceci fait partie d'un plan majeur de centre d'administration des soins de santé. Et si on passe à la diapositive suivante, je vais vous parler maintenant de cette vision plus réduite au niveau de centre de soins de santé.
On va voir ceci comme un modificateur de climat et on regarde le confort, la communauté. Lorsque l'on bâtit un environnement à l'extérieur, à l'intérieur d'un bâtiment, comme architecte ou ingénieur, on recherche également le confort que l'entourage, l'environnement va nous donner. Maintenant, en termes de centres de santé, dans ces environnements, dans ces conditions, ces besoins sont beaucoup plus larges que ceux d'un bâtiment régulier ou d'une infrastructure commune. Nous avons mentionné ceci avec les éléments de cet environnement physique et des opérations fonctionnelles ont une influence sur le résultat de la satisfaction, de la dignité, de la privacité, de la sécurité, du bien-être des patients ainsi que des opérations. On parle de systèmes lorsqu'on parle du coût diagnostic à l'intérieur et à l'extérieur de l'équipement et ainsi de suite. Pour faire en sorte que le design et la construction amènent un environnement adéquat pour l'administration de soins, c'est très important pour être en respect des codes et des règles. Et bien sûr, on parle toujours de différents niveaux de soins, de différents types de bâtiments et de centres, mais il est important de respecter les réglementations et les codes. Et en fait, ce respect des réglementations nous donne un barème au niveau des résultats et de l'administration des soins pour les clients que nous avons, qui sont privés ou qui sont publics, essaient d'obtenir l'homologation. C'est un des éléments, si vous ne respectez pas certaines réglementations, certains codes, certains barèmes, l'homologation, l'accréditation devient plus compliquée. Lorsque l'on parle de la pénétration du feu, la détection d'incendie, de ventilation, température, humidité, bruit, contrôle, tout ceci sont des éléments qui sont standardisés pour les centres de soins de santé et ceci nous donne évidemment même des références qui nous permettent de pouvoir préparer et construire, bâtir ces centres. Je peux même vous dire que pour WASH, il y a une incorporation de ces éléments lorsqu'on regarde sur le service des ingénieurs, c'est la condition de l'air, pressurisation, c'est quelque chose qui travaille avec le contrôle des infections, l'isolement des salles, l'échange d'air dans les différents environnements cliniques avec les zones de traitement, les zones d'opération, les salles d'entrevue, le cabinet d'entrevue. Il y a un élément, par exemple, le nombre de prises pour que notre centre puisse être opérationnel. Notre salle de consultation sont différentes, c'est harmonisé et le nombre de prises de connexion qui sont là, qui sont connectées au système de backup, de secours supplétoire avec les lumières, les caméras CCTV, etc. Enfin, je mets ici certains éléments qui font partie de cet environnement de construction. J'ai parlé avant de la détection du fumée, d'incendie, les générateurs électriques, le traitement d'eau également, avec la génération, dans certains cas, de l'eau, la filtration des eaux. Enfin, tous ces éléments qui ont été mentionnés font partie du besoin pour la fonctionnalité de l'infrastructure de santé et qui sont également exigés en termes de WASH, bien sûr, mais aussi parce que ceci conditionne notre environnement, la construction. Une des obligations, un des critères pour avoir un environnement qui soit sûr et de qualité, à voir avec le type de finition qui est nécessaire pour les différentes zones, donc des zones cliniques qui ont un besoin plus élevé de performance par rapport à des endroits qui sont non cliniques. Et pour tout ceci, je voulais amener cette évaluation de risque.
Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est un document multidisciplinaire qui donne une évaluation des risques, des dangers avec la mitigation et le contrôle sur la forme de documents. Et pour ceci, bien sûr, nous avons besoin des experts qui vont participer. Mais ce document, selon la population, avec le design, la préparation des bâtiments, lorsqu'on commence à développer cette évaluation de risque, on a déjà des idées préparées sur le projet. Et ce document fait une mitigation de risques identifiés à l'intérieur des centres de bâtiments, mais également à l'extérieur. En conjonction avec l'évaluation des risques, nous avons le contrôle des infections, également la manipulation des patients et le déplacement des patients, également pour des questions gériatriques, par exemple. Donc, tout ce qui est un rapport avec le déplacement des patients à l'intérieur ou à l'extérieur d'un centre est décrit dans ce document et ceci a une influence sur l'environnement construit. Par exemple, si on est spécialisé dans le transport de ces patients, et bien sûr, l'environnement va changer. Il y a également une évaluation pour la prévention des chutes, à voir avec les escaliers, les balustrades, illumination, sol, salle de bain, également l'évaluation des médicaments et également l'évaluation des comportements et de santé mentale. Nous savons que ce secteur de la santé est où il faut avoir un niveau de sécurité déterminé. Je voulais donc amener ce document de l'évaluation des risques et en allant de l'avant, faisant partie de cet environnement en construction, nous avons le schéma durable lorsqu'on parle de durabilité et de soins qui sont amenés avec le résultat pour les patients sur la morale et également l'expérience des visiteurs, l'endroit avec la ventilation, la lumière naturelle ont un impact sur l'efficacité et l'efficacité augmentée dans notre bâtiment de centre de soins de santé. Il faut que l'on en tienne compte comme faisant partie de notre environnement. La conservation de l'énergie, de l'eau, ce sont des mesures de conservation de soins des infrastructures avec l'utilisation d'énergie renouvelable, de zones vertes, l'accès à la nature. Tout ceci amène également la réduction du stress, de la pression, mais en même temps fera partie de notre environnement de bâtiment. Je voudrais également souligner que les pratiques durables dans les secteurs de soins de santé est utilisées de manière plus ample et a un impact énorme sur les fonctions et les comportements. Si on passe à la diapositive suivante, je voudrais également parler de deux autres éléments qui est la préparation des désastres et également la résistance climatique, la capacité de résister et pouvoir s'adapter au changement climatique avec des infrastructures qui soient fiables et qui soient efficaces du point de vue de l'énergie et des télécommunications pour faire en sorte que l'on continue à avoir des opérations sûres et efficaces, même durant une crise causée par un désastre naturel et même le centre, le type d'événement peut demander que l'hôpital agit comme protection ou soutien besoin pour le système de santé avec les plans d'action pour les infrastructures, on en a parlé, eau, énergie. Et pour tous ces éléments, je voudrais souligner que
Nous avons des barèmes internationaux, des règles locales qui peuvent être mises en place et utilisées comme référence. Donc, on a parlé maintenant de l'environnement, du bâtiment, on a deux perspectives. On a une perspective plus large des choses avec la construction du bâtiment et qui est l'extérieur du centre du bâtiment, mais qui a un impact sur l'intérieur et sur les patients, les visiteurs, le personnel également. Et on a regardé également à l'intérieur de l'environnement du bâtiment. On a parlé de l'évaluation des risques de sécurité, également les conditions de construction qui ont un rapport avec les règles et les réglementations pour pouvoir atteindre un niveau un niveau qui est exigé par les minima. Maintenant, on peut aller à la considération. Merci. Voilà la diapositive suivante. Nous avons vu que WASH fait allusion à l'eau, sanitation, hygiène, gestion des résidus et également le nettoyage de l'environnement. C'est un rapport avec l'UNICEF et l'OMS. Et également, du point de vue du système de soins de santé, on a divers niveaux. Et chaque niveau de soins fonctionne différemment pour les différents types d'hôpitaux et de centres. Et avec différents niveaux de soins, il y a différents niveaux d'attente et également de contrôle. C'est juste pour refléter à quel point nous sommes dans le système de soins de santé, différents niveaux de soins, différentes typologies d'hôpitaux selon les spécialisations. On a peut-être à mentionner que les soins primaires sont sans doute les services qui sont demandés, services de maternité, stérilisation d'instruments, et également l'élimination des éléments jetables. On peut également parler de besoins de traitement d'eau dans certaines circonstances. On parle, par exemple, d'un théâtre d'opération plus petit avec des services dentaires, endoscopiques, contamination, stérilisation avec analyse. C'est une attention différente qui est demandée au niveau des traitements des eaux ou de l'eau qui va être utilisée. Et dans les services spécialisés, probablement on parlait de la médecine nucléaire, les laboratoires spécialisés avec un équipement spécifique, avec les produits chimiques, la radiation qui demandent une qualité d'eau supérieure, qui demandent également ceci dans certains types de traitements, des infections via ultraviolet, etc. On a davantage de complexité sur le système WASH. And I would like, just as probably the last slide. Et comme dernière considération, dernier commentaire sur la dernière diapositive, je souhaiterais dire que j'invite les autres présentateurs, panélistes, d'amener leur considération de caractère général, parce que j'ai beaucoup parlé de l'application de l'administration de soins de santé, de sanitaire. Lorsque l'on parle de ceci de manière plus ample, du point de vue d'un pays, à l'application d'un hôpital et d'un centre, avec l'importance de certains éléments comme la préparation de l'hôpital, avec le raffinement de l'environnement du bâtiment comme l'IPC, c'est une question de sécurité, pour le contrôle des infections, le déplacement des patients, et ainsi de suite.
Donc, maintenant, pour passer à certaines considérations, je souhaiterais mentionner plusieurs choses. Tout d'abord, les infrastructures doivent être protégées des dangers climatiques avec une construction plus résistante et également une infrastructure pour donner des soins de santé de qualité. Et ici, nous avons l'accessibilité d'eau, que le système soit sûr et également lié à un système d'élimination de résidus, etc. Donc, il y a plusieurs choses. L'infrastructure elle-même est construite d'une certaine façon qui permette d'être un endroit où on est protégé, où on est sûr. Et de l'autre côté, on a la qualité du service à l'intérieur et on y inclut WASH. Également, on voudrait parler du manque de respect des règles, des réglementations avec la formation, avec des agences locales, municipalités. Il s'agit ici simplement de quelque chose que j'amène à votre attention, mais ça devient un problème, ce genre d'approbation qui devrait être approuvé. Les barèmes, les règles, le respect des réglementations, des règles, on en a parlé déjà. Si les codes, les règlements, les protocoles sont là pour être utilisés, nous continuons cependant à avoir des centres de santé qui ont des problèmes à l'heure de respecter le WASH qui existe. Et c'est une zone qui est totalement améliorable. Mais je ne voudrais pas continuer. Je voudrais simplement, voilà, dernière diapositive, c'est la fin. Et je suis tout à fait disposé à toutes les questions que vous pourriez avoir et considérations et débats. Merci, M. Vedor. Et je vois que c'est un excellent aperçu des problèmes qui se trouvent dans les centres de santé, planification, construction, etc. C'est une opportunité pour nous, tous, spécialement ceux qui ne sont pas des architectes, de comprendre ces problèmes avec des questions de sécurité, de construction, de bâtiments. On vous remercie énormément pour cette présentation extrêmement riche. Je souhaiterais passer à la conversation des panélistes qui fait partie de ceci et présenter d'autres présentateurs et des panélistes, y compris M. Vedor. On a ici avec nous Agnès Almo, qui vient du ministère de la Santé, département d'infrastructure de l'Ouganda. Nous avons M. Andreas Bold, qui est un spécialiste de construction dans différentes organisations et différents espaces. Et nous avons M. Randy Ramirez, qui est du ministère de la Santé, département des infrastructures, de la santé de Quetzaltenango au Guatemala, où il est un technicien de l'infrastructure, c'est un analyste et un spécialiste des risques. Encore une fois, voilà, 3 panélistes supplémentaires qui vont s'unir à cette conversation. Et je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre présence et vous demander également si vous voudriez bien parler 1 à 2 minutes, parce que je viens de donner vos noms, vos titres, vos attributions. Parlez-nous de vos expériences dans l'environnement des hôpitaux avec WASH dans vos environnements spécifiques. Monsieur Vedor, je sais qu'au départ, vous êtes présenté pour nous dire un peu plus de vous, mais on a de nouvelles personnes qui viennent d'arriver depuis votre départ. Est-ce que vous pourriez y aller tout d'abord et parler en 1 ou 2 minutes de votre rôle dans Habitat? Et on a entendu votre expérience en termes de votre rôle comme architecte, mais dites-nous un peu présentez-nous un peu de votre travail et on passera à d'autres panélistes. Monsieur Vedor, c'est à vous. Sure. Thank you again for the opportunity. Ouais, merci encore pour cette opportunité. Comme je le dis, je suis un architecte de centre de santé et un planificateur d'hôpital. Je suis depuis plusieurs années dans cet exercice et ça fait plusieurs années qu'on travaille au Brésil, au Trinidad et Tobago. Également, on travaille de près avec des ministères de la Santé, spécialement en Mozambique, pour inclure certains ou améliorer certains de ces standards dont on a parlé pour les centres de santé.
Et au Mozambique en particulier, on a deux secteurs. Tout d'abord, le secteur des soins primaires avec des structures primaires qui sont complètement différentes des infrastructures spécialisées. On a donc ces deux types d'infrastructures ici au Mozambique, des soins de santé primaires, mais également spécialisés, et on essaie d'améliorer ceci en conjonction avec la communauté, avec les autres parties intéressées et prenantes et le ministère de la Santé. Donc, pratiquement, c'est ce que j'ai fait au cours de ces 15 dernières années. Bien, merci M. Vedor. Madame allez-y. I'm called Oma Adescoza. Oui, Yeah, welcome to je the suis I've worked with the Ministry dans le of ministère de la Health Santé as a medical avec I have experience which I've like une expérience and I first give our thanks to our development partners, WHO, UNICEF. avec l'OMS, l'UNICEF, l'ONU. If you come to Uganda, Si vous voulez en Ouganda, les gens sont formés pour aller de l'avant parce qu'on nous a donné énormément de soutien avec des infrastructures. Et même si on forme les gens, nous formons les gens, nous les formons à pouvoir soutenir, à avoir une plus grande durabilité. Lorsque on sait tout cela, si nous ne respectons pas les règles WASH, il y a un risque de sepsis avec des instruments qui doivent être bien nettoyés. S'ils ne sont pas nettoyés, on a un problème. Donc, si les équipements ne sont pas bien stockés et ne sont pas bien nettoyés, la durabilité des équipements sera réduite et c'est également un problème pour les patients qui peuvent être atteints de différentes maladies. Donc, c'est une question essentielle ici en Ouganda parce que on parle de nouveaux centres, même si l'on regarde les centres de santé, on se demande si c'est valable parce que il y a des questions sur la sûreté et la sécurité. Et donc, on fait cette formation, cet entraînement, parce que si on va construire l'infrastructure, c'est quelque chose qui a à voir avec ce bâtiment, les plans, et également, on parle du système de communication et tout ce qui a été présenté jusqu'à présent. Ensuite, nous avons également un grand rôle avec la façon dont c'est présenté. Qu'est-ce qu'on fait avec cette eau? Si on n'utilise pas de l'eau correctement, donc, c'est une question de gens et nous essayons de faire en sorte que WASH soit mis en place parce que lorsque l'on planifie, il faut savoir avec une planification qui doit être faite tous ensemble, du point de vue médical, du point de vue architectural, et véritablement, il faut établir une liste. Donc, même lorsque l'on parle des contrôles des infections, comment est-ce qu'on va transporter les choses du laboratoire avec les qualités de transport? Il faut savoir tout cela sous contrôle parce que tout peut arriver à n'importe quel moment.
Donc, je remercie WASH. Véritablement, je me suis dit, bon, je vais essayer d'être là parce que, bon, maintenant, qualité du son défectueux, interprétation impossible. Je voudrais vous remercier et je repasse la parole. Merci Agnès et merci pour cette introduction pour nous dire sur ce que vous travaillez. On repassera à vous lorsqu'on aura entendu la présentation des autres panélistes pour parler du travail au sein du ministère et pour voir comment les choses ont pu être améliorées. Donc, merci infiniment pour que l'on puisse savoir sur quoi vous êtes concentré. Monsieur Bold, vous avez quelques minutes, 2 minutes pour vous présenter et nous parler de ce que vous avez pu vivre et quelles sont vos expériences. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour me donner cette opportunité. Je suis architecte de profession et de formation et au cours de cette dernière décennie, j'ai travaillé dans différents pays sur les projets de reconstruction, principalement pour la Croix-Rouge et des ONG. Et après, surtout après des tremblements de terre, il faut reconstruire les infrastructures qui ont été endommagées ou détruites. Lorsqu'il s'agit de centres de santé, il y a eu différents programmes de reconstruction où nous avons donné notre soutien avec les centres de santé, santé mentale, avec des unités de soins primaires. Et je voudrais me concentrer sur les expériences sur ces 4 dernières années au Népal après les tremblements de terre, où nous avons eu un programme pour reconstruire des centres de santé qui avaient été détruits. Très bien. Fantastique. Merci, M. Bold. Très bien. Est-ce que M. Ramirez peut se prononcer en 1 ou 2 minutes pour nous dire et nous parler de son rôle avec le centre de santé, WASH et l'environnement des constructions de bâtiments? Oui, bonjour à tous. Je m'appelle André Ramirez, je suis architecte de formation et de profession. Maintenant, je suis dans le département d'infrastructure du ministère de la Santé au Guatemala. Et notre fonction consiste dans le département de vérifier que tous les édifices aient la qualité minime de santé. Nous cherchons toujours une façon de faire en sorte que ces bâtiments aient une capacité idéale adéquate et que ce soit toujours au service des gens. Malheureusement, dans notre environnement, nous sommes un pays qui manque de beaucoup de, disons, de technologies, d'infrastructures de bonne qualité et nous, comme département, nous cherchons la manière de pouvoir relever la qualité de ces services de santé et de soins. On est toujours en bataille avec les parlementaires, avec les gouverneurs, les maires, les bourgmestres. Nous essayons toujours d'insister sur le fait qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas des soins de santé. On veut donner des soins de santé dans les zones les plus éloignées pour donner un service qui soit au moins adéquat. Et pour l'instant, nous sommes à la recherche d'une amélioration de ces services. On essaie de faire en sorte qu'on ait les meilleures idées et de pouvoir donner un service. Great. Thank you so much, Mr. Ramirez, and Merci welcome. beaucoup, M. Ramirez, et bienvenue de nouveau à tous les panélistes. Je vais entamer cette partie de la session avec une question pour chaque membre du panel. Cette question porte sur leur perspective et leur rôle.
J'invite les autres panélistes à partager leur avis sur une question. Prepared questions, we will Après open avoir terminé les questions préparées, nous allons céder la parole aux membres de la communauté pour pouvoir discuter avec les panélistes. Vous pouvez partager vos idées, vos réflexions et vos questions dans le fil de discussion. Je vais commencer avec Madame Alma. Je vous remercie encore une fois d'avoir parlé du nettoyage environnemental, des processus d'assainissement et ce qui est nécessaire pour les espaces chirurgicaux et d'autres espaces importants dans les établissements de santé. J'aimerais avoir une perspective un peu plus générale. Pouvez-vous nous parler des améliorations d'infrastructures pour les établissements de santé? Parlez-nous du processus au service d'infrastructure du ministère de la Santé. Pouvez-vous parler du processus d'amélioration d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans les établissements de santé? Sans plus tarder, Madame Alma. Madame Alma, je crois que votre micro est éteint. We can't wash because it enabled us to have clean, safe water because you can Le have water AH nous a permis d'avoir de l'eau propre et sécuritaire. Il peut avoir de l'eau propre qui n'est pas potable. Ensuite, nous avons offert de l'eau embouteillée dans différents établissements de santé. Nous avons aussi des réservoirs d'eau sécuritaires. Nous avons une source d'eau très propre et nous avons procédé à une refonte de ces établissements. Nous avons amené des lavabos dans les établissements pour pouvoir permettre le nettoyage des mains. Nous encourageons les établissements à utiliser les bonnes installations de lavage des mains. À Corona, c'était une question particulière. Nous avions, par contre, de l'eau adéquate. Il y avait un lavage des mains parce qu'il y avait eu le projet de AH. Maintenant, avec le programme de AH, il est possible de pouvoir travailler dans des environnements sécuritaires. Nous avons eu du soutien des Nations unies. Nous avons pu assurer l'assainissement de différentes installations, même les laboratoires, qui doivent être bien propres pour mener le travail. Lorsqu'il est question de services avec de l'équipement médical, nous avons ces espaces adéquats. Notre équipement est adéquat également. Nous avons aussi les différentes machines d'aspiration qui doivent être bien nettoyées pour pouvoir les réutiliser. Pour éviter de transmettre les maladies avec le programme EH, nous avons pu assainir ces équipements. Il faut aussi tenir compte des utilisateurs finaux. Maintenant que les utilisateurs se prémunissent du programme EAH, il est possible d'avoir des programmes durables en Ouganda. Il y a seulement certains endroits où nous n'avons pas de réservoir d'eau propre et sécuritaire. Autrement, lorsque le programme EAH est adopté, tout va bien. Nous sommes en mesure d'utiliser les machines de lavage parce que nous avons de l'eau propre et sécuritaire. Avec ces machines propres, nous avons un bon cycle sanitaire. La clé angulaire est l'eau propre. Avec le programme de H, nous avons pu améliorer l'infrastructure de santé en procédant à une refonte de l'infrastructure. Nous avons pu créer un modèle qui peut s'inscrire à des
des modèles plus grands, nous pouvons assurer la santé des patients dans nos établissements. Très bien, merci beaucoup, Madame Omar. Merci de nous avoir partagé votre travail. Les évaluations ont pu mener à l'amélioration d'installations en Ouganda. Je vais maintenant me tourner vers Monsieur Ramirez. Dans votre présentation, vous avez parlé des différents acteurs avec lesquels vous interagissez, que ce soit sur le plan local, régional, national. Pouvez-vous nous parler des améliorations, des installations d'infrastructures EAH lorsqu'il est question de faire ces améliorations, de mettre en place ces améliorations? Évidemment. Bonjour. Essentiellement, dans notre service d'infrastructure, nous sommes l'intermédiaire entre les patients qui arrivent à l'établissement de santé et le ministère de la Santé qui offre le service sanitaire. Con la persona exacta. Lorsque nous évaluons les services de santé, notre contact se fait avec les personnes vivant dans la communauté. Nous vérifions toujours si la population a accès aux services de base, soit l'eau, l'énergie, un revenu suffisant. Gobierno en el año 2016, donde nosotros tenemos que verificar Nous travaillons selon une loi mise en œuvre par notre gouvernement en 2016. Cette loi indique que chaque service doit offrir ce qu'on considère les services adéquats, les services hygiéniques, l'assainissement dans les installations de santé, notamment dans les unités de maternité où les femmes peuvent accoucher dans un environnement sain, exempt de virus. Et nous avons aussi des environnements après l'accouchement. Il y a ces espaces qui ont un minimum de sécurité, du moins un lit pour que les femmes ayant accouché puissent se rétablir. Lorsque nous vérifions les améliorations dans les différents établissements, dans les bâtiments, j'ai environ une centaine de services sous ma responsabilité. Notre équipe vérifie les infrastructures où il serait plus facile de mettre en place des améliorations. Parmi les 148 services sanitaires, bon nombre n'ont pas de services suffisants. Certains services n'ont pas de l'eau propre. De ce 80 il y a seulement 5 qui ont de l'eau potable à partir de leur robinet d'eau. Nous essayons de vérifier si la qualité et l'amélioration des services sont réalisées. Nous avons des conversations avec les maires des différentes communautés. Nous avons des liens avec les différents représentants, ce qui nous permet d'avoir plus de financement pour l'amélioration des services. Je travaille depuis 9 ans dans ce secteur et nous avons été en mesure d'améliorer 6 à 10 services. Certains services fonctionnaient à 5 nous avons pu les amener à 90 du service nécessaire. Il s'agit d'un travail difficile. Nous devons travailler avec plus d'une centaine d'espaces sanitaires. Nous espérons que dans l'avenir, nous allons offrir la meilleure qualité possible aux patients. Voilà l'objectif que nous poursuivons. Merci. Merci, Monsieur Ramirez. Je suis du Guatemala. J'aimerais poser la question, comment je pourrais communiquer avec lui? Vous pouvez évidemment communiquer avec moi. Vous pouvez me rejoindre à mon numéro de téléphone ou à mon adresse courriel. Je vais inscrire mes coordonnées dans le fil de discussion afin que vous puissiez communiquer avec moi.
Thank you, Celia. This is what this is about. Merci, Célia. C'est vraiment une question de tisser des liens. La devise, c'est se connecter, partager, agir. Merci, M. Ramirez, de votre réponse. Vous avez parlé du travail difficile d'apporter des améliorations au Guatemala. Maintenant, je vais me tourner vers notre prochain panéliste, M. Bolt. M. Bolt, à titre de personne qui a la perspective de AH, comment le AH s'inscrit dans des efforts élargis pour les établissements de santé? In the work I was involved. Je vais vous parler du travail auquel j'ai participé. Cette diapositive vous donne un survol du travail que nous avons réalisé pour ce service sanitaire au Népal. Le ministère de la Santé travaillait sur des lignes directrices. Le ministère de la Santé avait des installations de base jusqu'à des hôpitaux de plus grande envergure. Nous voyons ici un exemple de petite installation de santé au Népal, ce qui s'inscrit dans la politique du ministère de la Santé du Népal. Ce sont les cliniques qui offrent des services essentiels dans différentes collectivités qui se situent à une distance d'environ 6 à 10 km l'un de l'autre. Ces cliniques offrent les services sanitaires de base. Il y a une salle de soins ambulatoires, il y a une salle d'administration. Et ici, vous voyez aussi un agrandissement de la salle de soins pour offrir des soins à toutes sortes de patients à des moments critiques avec les autres services nécessaires. Nous avons créé des gabarits ou des modèles au ministère de la Santé. Notre organisation, Terre des Hommes, TDH, avait la mission de renforcer l'infrastructure quant au risque sismique, puisque chaque immeuble doit être en mesure de résister à des impacts sismiques dans l'avenir. Il fallait utiliser les fonds de la façon la plus efficace. Nous voulions aussi utiliser une empreinte efficace pour l'offre maximale de services. Il s'agit d'immeubles de 2 étages qui offrent des services de santé au rez-de-chaussée. Il y a aussi de l'espace pour le personnel sanitaire au 2e étage. Ces espaces sont ouverts 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vous pouvez voir dans la configuration, il y a une clôture qui fait le tour pour protéger l'espace de d'autres formes d'impact. Il est possible de garder l'espace extérieur avoisinant, exempt d'animaux qui se promènent. Vous voyez dans la configuration, il y a l'immeuble principal et à l'arrière, il y a les services pour offrir les soins sanitaires nécessaires. Il y a un réservoir d'eau de source, un réservoir d'eau de pluie. Il y a le chauffe-eau qui est alimenté à l'énergie solaire avec des piles pour offrir l'électricité lorsqu'il y a des pannes de courant. Il y a les autres espaces qui sont nécessaires pour la gestion des matières résiduelles. Il y a un bassin, un endroit adéquat. Donc, il y a aussi la fosse septique.
Cette infrastructure, en plus des services, sont organisés selon ce qui est disponible dans la communauté. We see the building Nous itself. pouvons observer le bâtiment en soi, en lui-même, avec la première photo en haut à gauche, avec sur le sol service de clinique au premier étage, un endroit pour le personnel et l'infrastructure avec l'eau de pluie, l'eau de source, le tank, le réservoir, également des panneaux solaires pour l'électricité, pour de l'eau chaude également, des réservoirs en surface. Some area Le bâtiment lui-même donne un endroit d'ombre qui protège du soleil et de l'eau, for gatherings. qui donne la possibilité d'avoir des activités communes. Et sur l'étage supérieur, on voit un endroit pour le personnel avec un espace pour le personnel. Et en bas à droite, nous avons différentes poubelles pour les différentes choses à recycler ou à jeter. Diapositive suivante. Le centre respecte les règles du gouvernement sur les espaces avec l'entrée en haut à gauche, qui est la partie administrative. Ensuite, nous avons les endroits pour les gens qui arrivent avec un endroit pour se laver si nécessaire. Et il y a également la salle du patient qui n'est pas admis à l'hôpital avec, encore une fois, un lavabo et un bassin pour maintenir un niveau nécessaire d'hygiène. En haut à droite, nous avons la salle pour donner naissance. Nous avons également l'aspect de la facilité pour se laver, également avec des lavabos pour pouvoir se rafraîchir. Au milieu, à gauche, on voit la zone de connexion entre à l'entrée et la salle de naissance. Et nous avons également à gauche une toilette pour le personnel. Au milieu, nous avant une salle avec l'accès à une toilette pour les femmes qui vont être là de manière provisoire au centre de santé. Et également une zone pour se nettoyer et se laver, également les prises électriques. En bas à droite, nous avons la zone entre l'intérieur et l'extérieur où les premiers lavages peuvent être menés après l'accouchement. Et au niveau d'hygiène avec le personnel, les photos d'en bas montrent la zone pour le personnel pour que le personnel puisse se retrouver dans des conditions d'hygiène nécessaires avec la possibilité de cuisiner et de se laver. Toutes les salles de bain sont équipées avec des citernes, des sprays, également pour pouvoir suivre les besoins, les us culturels et pour que ce soit plus faisable pour les personnes qui souffrent de certains handicaps. Monsieur Vol, est-ce que vous pourriez vous limiter à 1 ou 2 minutes supplémentaires? Oui, ensuite, nous avons également ce centre qui était le plus petit. Et pour pouvoir couvrir les
besoins des communautés. Et il s'agit de ceci qui est tout à fait différent, qui donne tous les services avec l'espace qui est nécessaire pour la population. Suivante. Voilà, encore une fois, en bas à gauche, on peut observer comment les rejets sont éliminés. Diapositive suivante. Et ceci pour suivre les règles des gouvernements selon les besoins et les demandes de la communauté également, tout en donnant accès à tous les services en fonction de l'espace disponible et de la topographie de l'endroit. Alors, à gauche, nous avons le système de collecte d'eau de pluie pour pouvoir utiliser les ressources disponibles de manière la plus efficace possible. Diapositive suivante. Quelques mots rapidement sur la zone également en haut à gauche, au niveau du sol, l'utilisation de cette surface ici pour se protéger du soleil et de la pluie où les gens peuvent se retrouver jusque ce soit leur tour en attente ou également utiliser cet espace pour la formation, pour l'information, pour les communautés. Diapositive suivante. Encore une fois, distribution différente, mais tout disponible. À gauche, c'est la zone avant l'accouchement avec un bassin à bord, la salle d'accouchement en bas avec la même surface pour que ce soit plus facile procéder au nettoyage et avec d'autres différentes salles de bain. Diapositive suivante. Merci beaucoup. Voilà, c'était un aperçu très rapide de la façon dont nous travaillons pour refléter le modèle qui nous est communiqué par le ministère de la Santé en rapport avec les besoins des différentes communautés, de manière à pouvoir réduire de manière la plus efficace possible les disparités et pour pouvoir donner tous les services de la meilleure façon possible, en utilisant les ressources comme l'électricité, l'eau, et pour faire en sorte que le centre de santé puisse être géré et fonctionne même durant des coupures d'électricité ou durant des moments de sécheresse. OK, Monsieur Bold, merci pour cette présentation en nous montrant l'amplitude du travail qui a été accompli dans les différents centres de santé et autres. Encore une fois, on va prendre en considération pour différents centres de santé. Je voudrais vous dire que nous sommes presque à court de temps, mais il y a quelques commentaires et questions dans le chat si les panélistes sont disposés. Je vois que M. Ramirez a déjà téléchargé quelques informations du point de vue du Guatemala, M. Bold, M. Soma. Si vous pouviez regarder les questions sur la recommandation, sur les recommandations spécifiques. Je voudrais revenir à une question, M. Vedor. Nous avons de Georges Yab. Georges est encore là. Est-ce que vous pourriez nous dire comment une infrastructure WASH est considérée du point de vue de l'environnement, de l'impact, avec des études de l'environnement qui peut être obligatoire? Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ceci? Ce sera la clôture. Oui, bien sûr. Oui, il y a des obligations et des règles orientatives
Et au niveau national, ça existe. Quelqu'un m'a déjà demandé s'il y a d'autres règles à suivre à part Lines are the healthcare. EJ. Pour ce qui est des directives, recommandations, indications pour les architectes, il y a une chose, il y a différents modèles. When we Ce apply, que je voulais dire, c'est que lorsque nous appliquons les règles d'orientation internationale, c'est bon d'avoir un point de référence. Et dès là, on sait qu'on a une référence. On doit tenir compte des pratiques locales, bien sûr, des besoins locaux en fonction des communautés. Et je crois qu'Andreas a très, très bien expliqué son projet. Je voudrais également souligner 2 ou 3 choses. Le travail qui est accompli et qui combine et s'aligne avec ce que Randy Ramirez fait et également en rapport avec ce qu'Agnès a mentionné. Lorsque l'on a ce centre de santé primaire et que dans le cas du Mozambique, c'est localisé dans un endroit qui est touché par des dangers, des catastrophes naturelles. Tout d'abord, il faut avoir un centre comme un centre de refuge. C'est une amélioration pour des communautés. WASH, en plus, dans le centre de santé, c'est un plus. Alors, une des nouvelles orientations de politique, c'est d'inclure WASH dans le service public, les écoles, les centres de santé. Et je crois qu'ici, la pression de l'UNICEF, de l'OMS et également de votre institution pour inclure WASH dans les centres de santé et spécifiquement d'avoir des institutions financières qui mettent en place ceci, c'est un plus pour le pays. Et je voudrais saluer ceci en fonction de ce que Randy dit. Et on construit mieux, on construit pour mieux résister aux tempêtes et catastrophes. On inclut WASH, mais il faut des opérations de maintenance, du personnel qualifié, des pièces de rechange. Et ceci devient une question qui se pose à répétition dans ce genre de situation. Et ensuite, on continue à parler de centres de soins primaires dans les zones rurales. Quelqu'un a également mentionné dans le chat ou a posé ça sur d'autres infrastructures. Quand on passe sur d'autres infrastructures, en particulier quand on parlait avec Liane Lindsay durant la semaine antérieure, lorsque l'on parle d'infrastructures plus amples, plus larges, on a en fait différentes façons de voir les choses. On ne parle plus de WASH, on parle plutôt de régulation pour l'eau, filtration, traitement d'eau, égouts, etc. Et je voudrais souligner ce que d'autres panélistes ont également mentionné. Lorsque l'on a des infrastructures, on a une démarche financière plus ample. Il y a des consultants, il y a des contrats pour voir quel type de contrat. On a un ingénieur qui vient se présenter et tout ceci fait que ce que l'on construit, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est déboursé, l'effet est fait en respectant les règlements et les règles. Même si c'est fait de manière locale, il faut obtenir des plus gros contrats, comme Finicus, des contrats de type international. Mais quand on va dans des centres plus petits, modestes, dans des zones rurales, la plupart du temps, nous observons qu'il y a un manque d'aliments. Et quand je dis ça, je veux dire la planification stratégique. Et il y a parfois des étapes stratégiques qui manquent. Avec du matériel ou construit, où le design manque, par exemple le ratio entre les patients et les lavabos, le type de lavabo, et tout ceci qui semble être des peccadilles. C'est important quand on construit parce que ça crée une variation, ça a un impact sur le niveau des coûts, etc. Voilà, je voulais simplement souligner ceci. Merci. Merci, M. Vedor. Vous avez atterri juste à temps.
Tout d'abord, merci à tous nos panélistes et présentateurs qui nous ont consacré du temps de leur agenda très occupé pour atteindre notre communauté. On a atteint la limite de 10h30 du matin ici, au reste des États-Unis. Je comprends bien que vous devez partir. Si nos panélistes et présentateurs pouvaient rester encore ici pour 1 ou 2 minutes, si vous avez davantage de questions, je sais que les panélistes souhaiteraient peut-être faire des commentaires finaux. On est disposé à le faire. Même si certains d'entre vous devaient partir encore une fois, merci à tous. Beaucoup de personnes ont demandé les diapositives pour leurs ressources sur ce webinaire. Tout ceci sera mis à votre disposition, comme c'est fait sur notre page web. Ce sera peut-être publié sur notre newsletter, notre message d'actualité. Et merci à M. Vedor. On mettra tout ça sur notre site web. Je pense que ce sera fait regarder non seulement ce webinaire, mais aussi les webinaires antérieurs où toutes nos archives sont stockées. Merci tout le monde. Encore, merci pour votre participation. Et une fois de plus, merci pour nos panélistes. Lindsay a autre chose à rajouter, je crois. Oui, je voudrais mettre un terme ici, note de la fin. Je voudrais vous dire que vous pouvez vous inscrire à avoir des actualisations sur événements et ressources avec des recommandations sur les sujets, sur ce que vous souhaitez que l'on évalue ou qu'on aborde. La première séance peut être quelque chose de complètement différent. Et faites une nomination pour une histoire à succès ou partagez une ressource que vous souhaiteriez partager avec nous. Donc, c'est un véritable plaisir de recevoir les commentaires sur ce que vous aimez, ce que vous faites. On sera à la conférence UNC de l'eau et de la santé, comment est-ce qu'on gère l'eau et les ressources. On parlera de l'évaluation et des programmes. Pour ceux qui ne sont pas à UNC, je ferai ceci comme étant notre événement pour le mois de novembre. Vous avez mentionné que vous étiez intéressé par des ateliers de travail et table ronde. Ce sera une séance de travail à distance. On vous attend le 12 octobre à 8h30. Et comme rappel, on a WASH, site web où vous avez toutes les ressources et les informations aujourd'hui qui seront postées, qui seront téléchargées avec les ressources que Louise, Wendy et d'autres ont mentionnées. Je vais en rester là. Merci. 3 minutes de supplément, 3 minutes de bonus. Merci à nos panélistes, nos présentateurs et bien sûr nos interprètes. Merci infiniment pour votre assistance et votre soutien pour que ceci soit une réalité. À bientôt. À bientôt. Bye-bye. Until next time. Bye, Thank you so thank much. you. Take care all. Thank you so much. Thank you so much, Louis.